Donc, merci à toutes et tous de participer à ce webinaire sur la nappe du Cénomanien qui se posera la question de est-ce que c'est une nappe protégée? Je vais faire un petit point donc d'introduction pour présenter un petit peu France Nature Environnement Centre-Val de Loire. Nous sommes une association qui fédère 16 associations sur le territoire de la région Centre-Val de Loire, des associations de protection de la nature et de l'environnement. Et nous avons, au sein de notre structure, nous avons donc des réseaux bénévoles qui s'intéressent à divers sujets, et notamment un réseau eau, qui donc est constitué de bénévoles issus des associations membres et qui s'implique sur de nombreuses questions sur le sujet de l'eau. Ils ont voulu se porter depuis très longtemps maintenant sur la question des nappes souterraines. Et c'est pourquoi on a décidé d'organiser ce webinaire qui vient conclure un cycle de webinaires sur les nappes souterraines. Il y en a eu un sur la relation nappe-rivière et il y en a eu un sur la nappe de Beauce. Vous pouvez aller les revoir en replay sur notre chaîne YouTube. Et ce réseau bénévole se questionne régulièrement, réunit régulièrement pour partager ces différents questionnements notamment. Et on participe aussi beaucoup aux différentes instances locales comme la commission locale de l'eau ou le comité de bassin qui siège au sein de l'agence de l'eau Loire-Bretagne. Et justement, ça tombe bien parce que l'agence de l'eau Loire-Bretagne, aujourd'hui, nos deux intervenants sont des agents de cette agence. On a d'abord Damien Gabion, qui est chef de projet eau souterraine et qui donc interviendra en premier. Ensuite, on aura un temps d'échange sur ce qu'il aura présenté. Et ensuite, Mathilde Waro viendra, qui est chef de projet, pardon, changement climatique et gestion quantitative de la ressource en eau. Elle aussi, au sein de l'agence de l'eau Loire-Bretagne, interviendra et on pourra conclure avec la suite des questions. Voilà. Donc, je fais un tout petit rappel pour vous inviter à couper vos micros, voire vos caméras pour libérer de la bande passante. Nous sommes assez nombreux sur ce webinaire aujourd'hui. Et je vous invite aussi à utiliser l'outil réaction où vous pouvez faire lever la main lors du temps de questions-réponses. Vous pouvez aussi, si vous n'avez pas de micro, si vous préférez écrire vos questions lorsqu'elles vous viennent, les écrire dans le chat, dans l'espace discussion. Et lors du temps de questions-réponses, j'alternerai entre les prises de parole, lever la main et les questions qui auront été envoyées dans le chat. Et je vais maintenant laisser normalement la main à Mathilde et donc Damien qui vont faire leur présentation et partager leur écran. Oui, bonjour à tous, donc Mathilde Waro. Juste pour information, on n'est pas deux, on est trois aujourd'hui de Pardon. la de l'eau, puisqu'on a avec nous Virgile Lescure qui est en, C- en CDD hein, à l'agence de l'eau depuis quelques mois pour travailler précisément sur les données du Cénomanien, donc les données de prélèvement, les données piézométriques. Et donc, elle a fait un travail depuis plusieurs mois pour mettre un petit peu à jour toutes ces données. Donc, les données qui vont vous être présentées ce soir sont des données toutes fraîches et toutes mises à jour. On va démarrer. Je vais partager mon écran. Alors, peut-être que je pense qu'il y a encore des micros ouverts. Peut-être que c'est important que tout le monde coupe son micro parce qu'on a des interférences sur le son. Je vais me charger de les couper si jamais. Est-ce que vous voyez bien mon écran en plein écran? On voit très bien. Super. Bah, donc, je laisse la main à Damien qui va commencer l'intervention. Donc, bonjour à tous. Donc, Damien Gabion, chef de projet eau souterraine à l'Agence de l'eau. On a séparé la présentation en deux temps. Il y aura un premier temps sur les aspects géologie et hydrogéologie de l'aquifère du Cénomanien, qu'on a essayé de rendre le plus pédagogique possible. Et puis une partie gestion que vous présentera Mathilde juste après. Je crois que donc il y aura un temps de questions après la première phase, après les premières diapos concernant la géologie et l'hydrogéologie. Alors pour rappel, on parle d'une formation du Cénomanien qui est donc affichée sur la période globale historique de la Terre qui a presque 5 milliards d'années. Et donc les formations du Cénomanien
sont donc à l'époque du Crétacé, entre moins 98 et moins 91 millions d'années. Donc on est sur des formations qui sont pas toutes jeunes déjà. Quelques diapos aussi de rappel, parce on va parler d'hydrogéologie, on va parler d'eau souterraine. Donc un schéma et puis une petite photo pour vous rappeler finalement ce que c'est qu'un aquifère, qu'une nappe d'eau souterraine. L'eau souterraine, l'eau de pluie, les précipitations qui tombent sur le sol et qui vont s'infiltrer vont venir saturer dès lors qu'elles auront rencontré une couche imperméable à une certaine profondeur, vont venir saturer tous les vides qu'on a entre les grains des formations géologiques. Donc c'est la partie qu'on voit ici en bas où tous les vides sont saturés en eau. Donc ça c'est la zone saturée, c'est donc l'aquifère qui est matérialisé par le niveau piézométrique, qui est donc le niveau de l'eau souterraine, piézo qui veut dire pression en grec. Et puis au-dessus, on a toute la zone non saturée, donc on a des vides qui sont remplis d'air et certains qui sont aussi remplis un peu d'eau. Donc c'est la zone non saturée de la formation géologique. Et donc, dès lors qu'on fait un forage, c'est un petit peu le principe de la photo là, avec le bocal rempli d'un matériel géologique, du sable, des cailloux, etc., dont on viendrait mettre de l'eau. On aurait donc le niveau piézométrique qui est matérialisé ici. Donc, dès lors qu'on fait un forage qui est matérialisé ici par une paille, on ferait des petits trous pour pomper de l'eau souterraine. Donc voilà, on a le niveau piézométrique, la zone saturée et la zone non saturée. On va aussi parler de prélèvement. Donc, on voulait vous présenter un petit schéma d'un forage et de l'impact d'un pompage sur le niveau piézométrique. Je vous montrais la paille tout à l'heure. Finalement, la photo à droite, c'est donc le tubage d'un forage avec ce qu'on appelle les crépines, les petites fentes, qui vont laisser passer l'eau pompée, mais pas le matériel géologique à l'intérieur du tubage. Et donc, on va se retrouver avec un niveau piézométrique au repos, donc avant pompage, le niveau piézométrique de la nappe, le niveau statique. Et puis, dès lors qu'on va pomper, on va observer ce qu'on appelle un cône de rabattement. Le niveau de l'eau souterraine va être attiré du coup par la pompe. Et on va avoir dans l'ouvrage ce qu'on appelle un niveau dynamique au moment du pompage. Et donc, effectivement, pour chaque forage, on place la crépine, donc le tubage avec les petites fentes, au niveau de la zone saturée, donc au niveau de l'aquifère. Quand on parle de cénomaniens, on va parler d'aquifères libres et d'aquifères captifs. Alors, qu'est-ce que c'est? À gauche, on a une illustration d'un aquifère libre. L'aquifère libre, c'est tout simplement le niveau piézométrique, on va dire la zone saturée, qui est en relation avec la pression atmosphérique. Et la surface du niveau piézométrique ici va pouvoir fluctuer au gré des prélèvements et au gré de la recharge qui se fera au niveau de l'aquifère. Et donc, le niveau piézométrique observé dans un forage sera le même que celui qui est observé dans l'aquifère libre. À droite, on a un aquifère captif, donc c'est ce qu'on a ici en bas à droite, qui est donc évidemment l'eau va être sous pression parce que elle est comprise notamment entre deux formations imperméables, donc dessus et dessous. Et donc l'eau est sous pression. Et donc quand on va faire un forage dans la formation captive, le niveau piézométrique sera bien souvent donc bien au-dessus de ce qu'on appelle le toit de l'aquifère. Et donc ce niveau piézométrique va varier là aussi au gré de la recherche ou des prélèvements qu'on aura dans l'aquifère captif. Mais en tout cas, le niveau piézométrique n'est pas inscrit dans la zone saturée, mais il est au-dessus parce que l'eau est sous pression. Et donc dans le cénomanien, on a des parties du cénomanien qui sont sur le principe d'un aquifère libre. Et puis, on a une grosse partie du cénomanien qui est un aquifère captif, et donc avec l'eau qui va être sous pression. Un autre schéma pour illustrer les parties libres et les parties captives. C'est un schéma qui illustre la nappe de la crème, et le principe est exactement le même pour la nappe du cénomanien, où vous avez ici en tiret bleu la surface du niveau piézométrique qui est donc représentée. Et finalement, à droite, on a la craie ici, là, qui est, enfin, l'eau de la craie qui va être sous pression avec un niveau piézométrique qui va se trouver au-dessus de l'aquifère. Donc là, en fait, on est en partie captive, alors que sur la partie gauche, on a bien le niveau piézométrique qui se trouve au sein même de la zone saturée. Et donc là, ici, on est dans une partie de l'aquifère qui est libre. On voit bien tout de suite, hormis ces phénomènes de pression, que d'un point de vue protection
de l'eau en termes de qualité, la nappe libre est beaucoup plus vulnérable aux pollutions émises en surface, alors que la nappe captive va pouvoir bénéficier de formations imperméables qui va la protéger des pollutions de surface. Donc, un petit paragraphe concernant la géologie et la géographie, qui provient d'ailleurs du CIGES Centre-Val de Loire. Je vous encourage aussi à aller sur ce site. Il y a beaucoup d'informations sur la géologie et l'hydrogéologie de la région Centre-Val de Loire. Alors, la nappe du Sélomanien s'étale en fait sur 4 régions, sur 12 départements. Elle couvre une superficie importante de près de 30 000 km². Et donc, on parle souvent des sables. La formation du Cénomanien, c'est assez souvent des sables du Cénomanien qui sont issus de dépôts détritiques, donc relativement fins, d'origine deltaïque. À l'époque, c'était un delta qui se trouvait sur des terres émergées qui correspondaient finalement au massif armoricain et massif central. Et donc, il y a eu différents dépôts qui se sont effectués à cette époque. Et on le verra après, sur la partie nord et est des formations du Cénomanien, on passe à un domaine marin. Et donc, les dépôts sont beaucoup plus fins. Et on va retrouver des dépôts marneux ou des dépôts crayeux. Tout ça déjà pour illustrer le fait que les formations du Cénomanien ne sont pas une formation homogène. On a ce qu'on appelle des variations latérales de faciès. Et en fonction de la zone où on va se trouver, l'épaisseur et le type de formation qu'on va trouver va être un petit peu différente. Par exemple, sur le célomanien supérieur, donc tout en haut de la formation, on va retrouver assez souvent des marnaostracées qui sont une formation imperméable qui va d'ailleurs mettre en captivité la formation sableuse en dessous. Mais on peut aussi avoir dans le Perche, le célomanien supérieur est principalement constitué de sable. Et les sables du Perche qui là vont être l'aquifère important du célomanien dans ce secteur. On a également les formations du célomanien moyen, qui sont représentées par des sables ou des grès. On parle des sables de Varennes ou des sables de Vierzon, euh, voilà, qui peuvent aussi, là aussi, évoluer vers de la craie dès lors qu'on s'approche du territoire du Gâtinais. Et puis, on va retrouver le célomanien inférieur, qui est principalement représenté par des argiles ou encore des marnes crayeuses. Donc finalement, le réservoir aquifère, on pourra même parler des réservoirs aquifères du Célomanien, constitués principalement par les niveaux sableux du Célomanien moyen et supérieur. On y retrouve principalement les sables du Perche, les sables de Varennes et les sables de Vierzon, et puis les marnes austracées qui constituent une couche imperméable, qui constituent le toit de l'aquifère et qui vont participer aussi à la protection, d'un point de vue qualitatif, la protection des eaux du Célomanien. Un schéma simplifié des différents faciès qu'on peut retrouver sur le célomanien, qui provient d'une synthèse géologique des années 80. Simplement pour illustrer, voilà, vous avez ici en haut les faciès qu'on peut retrouver si on est dans le Maine, dans le Maine-et-Loire, dans le Perche, dans l'Anjou ou en Touraine. On va retrouver là ici les sables du Perche dans le Célomanien supérieur. Là, on a les sables de Varennes et les sables de Vierzon au niveau de l'Anjou ou du Berry, du Célomanien moyen. Et donc, on voit bien qu'on a une variation latérale des différents faciès selon le secteur géographique où on se trouve. On est ici sur une formation, sur un schéma assez simplifié. Depuis, on en parlera tout à l'heure, il y a eu différents modèles, notamment le modèle géologique du BRGM, le MOJO sur la partie Pays de la Loire, qui est venu affiner la connaissance qu'on peut avoir sur ces variations latérales de faciès. Alors, une carte ici à droite pour schématiser alors, tous ces domaniens. On a mis des couleurs parce qu'on a des parties libres, comme on a pu le voir, et des parties captives. Les parties libres sont matérialisées par, après les différentes masses d'eau, on le verra, mais on a en vert, en rouge, à l'ouest, au sud-ouest, et puis en bleu ciel ici, on a les parties libres, donc affleurantes, du Célomanien. Donc le Célomanien sartois, libre, le Célomanien du Maine et du Haut-Poitou, libre, et puis le Célomanien du Berry. Et puis on a la partie violette. La partie violette, c'est la partie captive du Célomanien, qui est captive soit sur les marnes austracées qui sont hachurées ici, soit sur les formations qu'on va encore trouver au-dessus. En termes d'épaisseur, on va avoir les sables dans la Sarthe et le Maine-et-Loire qui forment à peu près une épaisseur relativement homogène d'environ 70 mètres.
quand on va s'enfoncer dans le bassin parisien, ici au centre, on peut avoir des épaisseurs, on va trouver, pardon, le Célomanien à plus de 200 mètres de profondeur, qui se compose enfin, qui se compose de plusieurs bancs intercalés dans des lits argileux. À Tours, on a une épaisseur du Cénomanien qui est d'environ 30 mètres. Et puis, au sud, du côté de Vierzon, on a une épaisseur relativement réduite de 20 mètres environ au niveau des affleurements. Donc, on voit bien que là aussi, on a une variation de faciès, mais aussi d'épaisseur de ces formations-là, qu'on trouve à des profondeurs aussi qui sont variables. Deux mots sur des modèles géologiques et hydrogéologiques qui ont été réalisés. Le modèle Artelia, qui a été réalisé pour la première fois en 2009, qui a fait l'objet d'une actualisation en 2019. Donc, le modèle hydrogéologique, la mise à jour en 2019 a notamment permis de mieux prendre en compte les formations géologiques dans certains secteurs, d'intégrer de manière plus étendue le réseau hydrographique, de prendre en compte également la, la piézométrie des formations de la crête du sino-turonien qu'on trouve au-dessus et qui est importante dans les échanges verticaux qu'on va pouvoir trouver entre crête du sino-turonien et cénomanien en dessous. Et puis la mise à jour des prélèvements qui sont effectués à partir des bases de données de prélèvement de l'Agence de l'eau et de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne et Seine-Normandie. Ce modèle sert aussi à faire des simulations et donc, Mathilde vous en parlera tout à l'heure. On a également, je voulais vous en parler rapidement, mais le modèle donc, géologique pour la gestion de la ressource en eau en Pays de Loire, réalisé par le BRGM, qui concerne le Cénomanien, qui concerne également les formations sous-jacentes du Jurassique, et qui a permis, donc un projet de recherche et développement, qui a permis d'améliorer les connaissances géologiques et hydrogéologiques de ces formations sédimentaires, de mieux comprendre notamment les séquences de dépôt, on l'a vu, de ces formations deltaïques et de leur géométrie. On a notamment ici en bas à droite un schéma qui illustre un petit peu la finesse de la connaissance qu'on peut avoir aujourd'hui par rapport au premier schéma des années 80 sur la synthèse du bassin parisien. Ce mojo a également permis, dans le CIGES Pays de la Loire, de mettre à disposition ce qu'on appelle un log géo-hydrogéologique. Vous avez ici un carroyage sur tout le Pays de la Loire où vous allez pouvoir, en cliquant sur les cases, avoir la succession des formations géologiques et de leurs épaisseurs. Donc, deux modèles géologiques existants qui nous permettent de, 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 de de les utiliser pour potentiellement faire des simulations sur les prélèvements et les évolutions des niveaux piézométriques. En termes d'hydrogéologie, donc, on l'a vu, on est sur un aquifère de type poreux, où l'eau va s'écouler dans les interstices des sables, mais on peut avoir aussi des formations plus dures, des grès, et donc on peut avoir aussi une porosité de fissures qu'on va trouver dans les formations du célomanien. La porosité, donc c'est donc le pourcentage de vide qu'on va avoir dans ces formations, est de l'ordre de 8 à 10%, par exemple à Vendôme. Et on a des transmissibilités, donc la capacité de l'aquifère à se laisser traverser par l'eau, qui est donc relativement bonne, de 1 10-2 à 1 10,4 mètres carrés par seconde. Donc là, on est sur des caractéristiques hydrodynamiques de l'aquifère. On l'a vu sur la partie centrale et nord-est, le célomanien est beaucoup plus marneux, crayeux, il est très peu productif, ce qui explique notamment que sur la carte de droite, où on a la carte piézométrique, on n'a pas d'informations finalement sur les écoulements du célomanien, parce qu'on a très peu de forage et que le célomanien est très peu productif. En termes d'écoulement, donc là, un petit zoom sur la carte piézométrique. Ici, c'est donc la carte piézométrique qui a été réalisée en Haute-Saône en 2003 par Sogrea. On voit donc le sens d'écoulement avec les flèches orangées. On peut avoir des écoulements qui vont de la partie libre, comme ici au nord, vers la partie captive. Et puis, on observe globalement un écoulement qui va être drainé par l'axe de la Loire. Alors, c'est pas la Loire qui draine directement les eaux, mais c'est un écoulement dirigé par l'axe de la Loire, mais également par des, euh, des, des- des autres affluents, les principaux affluents de la Sarthe, du Loire ou de la Vienne, qui représentent aussi des axes privilégiés des écoulements. Et puis, on a globalement, in fine, un écoulement qui va se dérouler vers l'ouest, avec une sortie ici
des écoulements souterrains du Cénomanie. Quelques mots sur le risque chimique et quantitatif du célomanien, et notamment pour vous présenter, ou à nouveau vous présenter des résultats issus des travaux de l'état des lieux 2025. On a réalisé donc l'évaluation de l'état chimique et quantitatif basée sur des points de mesure pour lesquels on effectue un suivi des niveaux piézométriques, mais également des prélèvements et des analyses d'eau. Alors, le résultat est celui-ci. D'un point de vue qualitatif, on a les formations du cénomanien libre qui est dégradé par des pesticides. Je vous en parlais tout à l'heure. Et puis, on a également un risque quantitatif, aussi bien sur la partie libre Maine et Haut-Poitou que sur la partie captive. Alors, si on rentre un petit peu dans le détail, en ce qui concerne la partie libre, sur la partie sartoise, au nord-ouest, donc c'est la partie verte ici, on retrouve sur le graphe, la carte de droite, des points rouges qui matérialisent des points qui sont dégradés par des pesticides et qui nous ont amenés à déclasser l'état chimique de cette masse d'eau. De la même manière, pour la partie Maine et Haut-Poitou, donc nord-ouest en bas à gauche, au sud-ouest, pardon, en bas à gauche, là aussi on retrouve une pression pesticide qui est importante et des points d'eau souterraines qui sont aussi dégradés par des pesticides. Donc pour ces deux parties du célomanien libre, on observe une vingtaine de points d'eau qui sont en risque pesticide pour des substances qui, comme on peut le voir ici, sont des substances parfois qui sont encore autorisées aujourd'hui, comme le bentazone par exemple, ou le méthazachlore, qui sont des herbicides, mais également certaines molécules qui sont encore interdites, comme l'atrazine et ses métabolites, donc les produits de dégradation, l'atrazine des éthyles. Donc on a un risque pesticide sur ces deux formations. En plus, la formation libre Maine et Haut-Poitou, les prélèvements d'eau souterraine ont également un impact sur l'état écologique des cours d'eau associés, et donc on a aussi un risque quantitatif sur ce secteur-là. Enfin, en ce qui concerne la partie captive, euh, c'est la masse de 142, le célomanien captif. Le diagnostic qui a été fait lors de l'état des lieux est issu également des travaux du BRGM sur le calcul des tendances piézométriques sur la chronique globale, nous montre qu'on a 14 points d'eau souterraine qui observent depuis une vingtaine d'années une pente globale à la baisse de 14 cm en moyenne, et ce qui nous a amené à déclasser donc le célomanien captif en risque quantitatif pour ces baisses de niveau piézo que Virgile et Mathilde vous évoqueront un peu plus en détail aussi tout à l'heure. Et voilà, je crois que j'en ai terminé pour la partie géologie et hydrogéologie. Je ne sais pas si j'étais bon niveau timing. J'ai pas du tout de monde. Donc C'était si parfait. voilà, il y a quelques questions à prendre, j'espère que c'était pas trop technique, mais voilà, n'hésitez pas à revenir sur quelques diapos si jamais c'était pas clair. Merci beaucoup, Damien. C'était parfait, c'était très clair pour moi en tout cas. Alors, il y a une main qui s'est levée, c'est Gilles Deguet qui va initier le temps de question. Bon, j'y vais, j'ai remis mon micro. Euh, oui, il y a une question que moi je me pose depuis très longtemps. C'est comment est-ce qu'une nappe captive comme la nappe du Cénomanien se recharge? C'est comment l'eau arrive sous la couche imperméable. Est-ce qu'elle arrive par le haut ou par les côtés? Alors, j'ai quelques notions de base. Je sais que en gros, ben, ce qui fait que ça passe, c'est de la vitesse, c'est une combinaison de la vitesse et de l'épaisseur à traverser. Euh, je vois à peu près ce que c'est l'épaisseur à traverser sur les bords. Et j'ai compris, si j'ai bien compris, la donnée que vous avez donnée, c'était une donnée de vitesse latérale, mais pas verticale. Pour autant, je pense qu'il y a quand même une vitesse verticale, parce que tout n'est pas complètement imperméable. Et donc, je me pose tout le temps la question de savoir comment l'eau arrive en dessous. Voilà. Alors, en sachant effectivement que si elle arrive par les côtés, j'imagine qu'elle est moins filtrée que quand elle arrive par le dessus, parce que comme ça passe plus facilement, il risque de passer plus de pollution. Voilà, ça c'est la première chose. Puis la deuxième chose, je voudrais que vous me confirmiez ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que pour une fois, dans l'état des lieux, vous n'allez pas classer la nappe du Cénomanien comme une nappe en bon état.
parce que ça fait deux fois de suite sur des états des lieux d'usage que on la classe en bon état, ce qui est complètement paradoxal parce qu'après l'avoir classée en bon état, on prévoit deux pages ou trois pages de gestion particulière pour le cénomanien, ce qui indique bien que s'il y a besoin de s'en occuper, ça doit être parce qu'elle n'est pas en bon état. Voilà. Mais voilà, c'est ça mes deux questions. Ok. C'est Alors, pour la première, effectivement, vous avez raison, on a deux types d'alimentation pour les aquifères captifs. La première, c'est effectivement là où l'aquifère est affleurant, donc en bordure, donc ce qu'on peut observer notamment ici là, sur les couleurs vertes et ouais, orange. Et on a d'ailleurs des écoulements, notamment ici, qui vont de la partie libre vers la partie captive. Donc, on ouais, peut avoir une alimentation de la partie captive par ici. La deuxième, effectivement, elle se fait par drainance verticale entre les différentes formations géologiques qu'on va avoir au-dessus. Et même quand on parle d'ailleurs de formations imperméables, en fait, elles ne sont pas complètement imperméables. Quand on a des perméabilités de l'ordre de 10-9 mètres par seconde, c'est effectivement très faible, mais on imagine en centaines, milliers, voire millions d'années, on a de l'eau qui passe. En plus, ça concerne des superficies qui sont absolument énormes. Donc, on a des échanges qui sont lents, mais qui peuvent concerner des volumes importants sur ce qu'on appelle la drainance verticale, donc avec des alimentations de l'aquifère supérieur vers des aquifères inférieurs, même si ceux-ci sont en captivité. Donc on a ces deux phénomènes d'alimentation qui sont pour le coup difficiles à estimer d'un point de vue quantitatif. On ne sait pas bien faire aujourd'hui, surtout sur des aquifères aussi grands, connaître le volume de recharge, que ce soit par drainance verticale ou que ce soit par alimentation latérale. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Ou en tout cas, on n'a pas suffisamment de données pour préciser ces volumes-là, ce qui nous amène finalement à faire de la gestion à partir de l'évolution des niveaux piézométriques, puisque ça, on a une réaction en termes de pression qui est assez rapide. Voilà, on travaille sur les niveaux piézo parce qu'on ne connaît pas bien finalement les volumes de recharge sur ce type d'aquifère. Et la deuxième question concernant l'évaluation de l'état quantitatif, alors, la petite différence sur la méthode qu'on avait pu avoir en 2019, pour l'état des lieux 2019 par rapport à celui-ci, en 2019, on utilisait uniquement ce qu'on appelle les piézomètres du réseau DCE, donc qui était sur le réseau national géré par le BRGM. Et aujourd'hui, on nous a aussi permis d'utiliser tous les ouvrages pour lesquels on avait un suivi piézométrique de plusieurs années. Et donc, on est venu finalement compléter l'analyse qu'on a pu faire. On a plus de piézomètres qui nous ont permis d'évaluer la tendance piézométrique sur le cénomanien. Et donc, ce qui nous a amené effectivement à déclasser le cénomanien en mauvais état quantitatif à cause d'une baisse des niveaux piézométriques. Même si on avait initialement déjà connaissance de certains secteurs avec des baisses, mais peut-être qu'on a une meilleure vision aujourd'hui parce qu'on a plus de points. Voilà. je peux prolonger? Bien sûr. Alors, la première question, c'est quand je regarde les flèches que vous indiquez, il y a des flèches qui sont à l'intérieur de la zone captive, mais elles sont en général courtes. C'est-à-dire, est-ce que ça signifie qu'il y a effectivement des mouvements enregistrés, mais que ce n'est pas des mouvements qui poussent petit à petit tous les autres? Donc ça, c'est ma première question. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut dire en gros que la réalimentation, elle se fait par les marges, mais qu'elle s'arrête aux marges et qu'elle ne communique pas trop vers l'intérieur? C'est sa première question. Et ma deuxième question, je vais la retrouver après. Alors, je suis pas sûr d'avoir bien compris la première question, mais en fait, alors la longueur des flèches n'a pas n'a pas Ça n'a pas de d'informations sens. particulières, n'a pas de sens particulier. Non, ce qu'on observe ici, c'est qu'on a une absence d'isopièse, là, de courbes de niveau piézométrique sur toute la Hum, partie centrale, mais c'est bien parce qu'on est sur des formations qui sont beaucoup plus marneuses, et en fait, hum. on a un aquifère Ça, qui est très peu productif. Et puis du coup, d'accord. vu qu'il n'est pas productif, et en plus il est très profond, on n'a aucun Hum, ouvrage qui nous permette d'accéder ici au Cénomanien. C'est pour ça que les d'accord. informations sur l'eau souterraine, elle est plutôt en bordure, voire encore ici où l'aquifère est effectivement accessible en termes de profondeur et productif. Voilà. D'accord. Ah, j'ai retrouvé l'autre question. Moi, depuis que je suis la question du cénomanien, on m'indique tout le temps qu'il y a un danger principal qui est le dénoyage du plafond. Vous pouvez préciser ça?
Oui, alors ce qu'on peut, je vais reprendre juste le petit schéma pour illustrer ici, puis on parlera aussi peut-être tout à l'heure. Ce principe-là, c'est-à-dire que le schéma de droite vous Hum, montre, on va dire, le phénomène captif, où on a hum, ici en marron là, une formation perméable, et puis hum, donc un niveau piézométrique qui se trouve au-dessus finalement de la formation du cénoménien. hum, Et là, on voit bien que si on a des pollutions émises en surface, et ben en fait, en termes de pression, les pollutions ne vont pas pouvoir atteindre le cénomanien captif hum, ici. hum, Le phénomène de dénoyer finalement un aquifère captif, c'est si on pompe beaucoup, on pompe tellement que le niveau piézométrique va baisser, 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 pour finalement se retrouver dans la zone saturée ici. Et hum, là, ici, l'eau ne sera plus sous pression, l'eau ne sera plus captive, et donc rien n'empêchera des pollutions de descendre et hum, de potentiellement traverser des zones plus ou moins perméables ici pour hum. rejoindre l'aquifère captif. Donc c'est bien parce que l'eau est sous pression et que l'aquifère est mise en captivité que on empêche ainsi finalement physiquement des pollutions de rejoindre la partie captive. Donc c'est effectivement très important de pouvoir garder en captivité des nappes qui le sont naturellement. Ok. Merci pour ces réponses et pour les questions de Gilles. Alors, je vois qu'il y a quelques questions dans le chat et une main qui est levée. Je vais d'abord poser deux premières questions du chat, puis je donnerai la parole à Monsieur Alésine. Alors, la première question, c'était aussi de Gilles qui demandait de définir glauconieux. Glauconieux, je vais dire un mélange, j'ai plus le terme, de différents types d'argile. Voilà. Donc, on va retrouver un peu plus d'argile dans ce type de formation. Merci. Et la deuxième question, c'était de Monsieur Lupard qui demandait, un moment, tu as dit que, on était à 200 mètres de profondeur, donc il demandait si la nappe est sous le niveau de la mer. Eh bien, oui, effectivement, oui, tout à fait. La nappe est bien sous le niveau de la mer. Donc, la formation géologique est bien sous le niveau de la mer, tout à fait. Super, merci beaucoup. Et donc il y a Monsieur Alésine qui lève la main, puis je prendrai les autres questions du chat. Oui, bonjour. En fait, je voulais revenir sur la question de la drainance. Est-ce que les modèles hydrogéologiques qui ont été réalisés vous ont permis d'estimer ces flux de drainance et de localiser les zones où se font justement ces échanges entre nappes? Alors, je connais pas très bien le modèle de Artelia et qui aurait pu, au gré des connaissances au moment de l'élaboration du modèle, effectivement, on peut prendre en compte cette drainance. L'idée, finalement, c'est toujours, quand on réalise un modèle, c'est de jouer sur différents paramètres. Donc, ça peut être l'alimentation latérale, ça peut être la drainance. L'objectif in fine, c'est de pouvoir finalement recaler des niveaux piézométriques observés réellement par le modèle. Et donc, c'est en jouant sur ces paramètres qu'on va caler le modèle. Et donc, la part d'alimentation assurée par une drainance, même s'il n'est pas connu, on peut se permettre peut-être de jouer un petit peu dessus. Mais voilà, je ne connais pas précisément les informations liées à la drainance sur le modèle d'Artelia, mais on pourra leur poser la question. Super, merci beaucoup. Est-ce que ça répondait ou ça semble répondre à la question? Je lis une autre question dans le chat de Monsieur Le Sceau. Vous évoquez qu'on n'a pas encore une très bonne connaissance de la variation du niveau piézométrique. Or, il semblerait qu'EDF réfléchit à l'utilisation de cette nappe pour le refroidissement de la centrale de Saint-Laurent dans le 41, en période de basse eau de la Loire. Est-ce cohérent pour la préservation de cette ressource? Je pense que ça peut être une question qui peut être adressée plutôt pour la deuxième partie, mais si jamais tu voulais répondre. Bah, de ce que j'ai compris de la question, c'est que on n'a pas une bonne connaissance des niveaux piézométriques, c'est ça, du phénomène. Pardon. Oui, la question semblait dire qu'on n'a pas encore une très bonne connaissance de la variation du niveau piézométrique. Alors là, vous avez ici une carte avec tous les points représentent des ouvrages sur lesquels on a un suivi piézométrique. Donc, on a quand même pas mal de points sur le Cénomanien, même si c'est très grand, hein, on l'a vu, hein. On a pas mal de points. On a souvent des chroniques d'ailleurs qui sont relativement longues. On peut avoir jusqu'à 20 ans de chroniques. Donc, d'une manière globale, je pense qu'on a pas mal d'informations sur l'évolution piézométrique du Cénomanien.
après Mathilde, si tu voulais éventuellement rajouter un. Je peux compléter. Alors, pour ce que j'en sais, hein, euh, il y a des limites en termes d'utilisation du cénomanien et principalement réservé donc à l'eau potable. Ça, j'y reviendrai. De ce que j'en sais au niveau des travaux EDF, c'est principalement des forages pour l'appoint ultime. Ce qu'ils appellent l'appoint ultime, c'est vraiment quand on n'a vraiment plus le choix, plus du tout d'autres ressources, ou notamment en cas d'accident sur une centrale pour éviter. Enfin, c'est des forages des types de recherche d'eau ultimes qui ont été développés suite aux accidents de Fukushima notamment, où au niveau français, on s'est attaché à retrouver des ressources en eau complémentaires à celles qu'on utilise déjà pour être vraiment sursécurisé quelque part, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, sursécuriser les centrales nucléaires. Donc, évidemment, ça pourrait avoir un impact sur la nappe. Après, effectivement, s'il s'agit d'appoint ultime pour être utilisé en cas d'accident nucléaire, bon, enfin, il faut, voilà, faut réfléchir quel est le pire des solutions. Mais a priori, ce serait pas un usage euh, permanent, ou en tout cas régulier, forcément régulier, de ces forages cénomaniens pour le refroidissement des centrales. Merci de ta réponse. Il y a deux mains qui se sont levées, celle de Eric et celle de Gilles Deguet. Je vous donne la parole et ensuite on continuera pour la partie de Mathilde. Bon, bah, je vais commencer. Bonjour Gilles, et puis bonjour à tout le monde. En fait, c'était juste une question de, est-ce qu'on pourrait revenir sur la carte où il y a les parties libres et les parties captives? Parce que, en fait, oui, oui, merci. Il y a c'était celle où il y avait, on voyait les flèches. Vous En voyez? fait, il y a une rupture. J'ai l'impression que ça correspond au cours du Loir. Il y a une explication ou pas? Oui, alors effectivement, on a des axes de drainage qui sont au droit des principaux affluents, hein, Loire, Hmm. Mayenne, Sarthe, etc. Même si on est sur des parties captives, en fait, dès lors que vous êtes dans une vallée, vous avez finalement du coup une formation, enfin l'épaisseur des formations au-dessus du Sidomanien va être moins importante, et donc la pression va être moins forte, et donc finalement, même si c'est pas drainé directement par le cours d'eau, la vallée crée un axe de drainage souterrain qu'on va retrouver au niveau du Sidomanien également. Donc on a des axes de drainage au niveau des affluents et puis au niveau de la Loire aussi, même si on est sur des parties captives. D'accord. Et par contre, sur les parties libres, effectivement, on va avoir, notamment sur le Loir, on est sur des parties libres, et donc le Loir est un axe de drainage du Cénomanien, et il y a des échanges d'eau entre le Cénomanien et le Loir sur sa partie libre. Hmm. Le fait qu'il n'y ait plus du tout la nappe qui apparaisse à l'endroit où il y a le Loir, il y a une explication ou c'est juste parce que par exemple, la Loire, elle, il n'y a pas il y a pas cette coupure. La nappe, elle est de chaque côté de la Loire. Alors que de chaque côté du Loir, enfin, le Loir lui-même, c'est en blanc sur la carte. Pourquoi? Oui, non, parce qu'on va retrouver à l'ouest des formations du Cénomanien, on va retrouver la crête du Céno-Turonien. Donc D'accord. effectivement, c'est bien là où c'est blanc, c'est qu'il n'y a pas de Cénomanien. D'accord. Ben, merci. Gilles avait une question. Gilles Deguet. Gilles, on t'entend pas si jamais. Ce qui est bien quand on enlève le micro, c'est qu'après, on peut plus parler. Mais oui, ma question, c'était, c'est quoi la différence entre les points rouges et les points verts sur la carte qui donne les points piezo? Il y a eu Alors, la réponse, il me semble, dans le chat. Il s'agit Euh, d'ouvrages au calcaire de Beauce sous Solone qui sont captifs et profonds également. Je crois que c'était une réponse à cette question. d'accord. C'est quoi? C'est les rouges qui sont comme ça? alors, les rouges, c'est ceux qui ont une tendance à la baisse, les rouges, les points rouges. D'accord, d'accord, D'accord. d'accord. Ok, oui, Sur, bah sur oui, toute c'est la normal. chronique, c'est des tendances globales. On en parlera tout à Hmm. l'heure. On peut observer parfois, depuis quelques années plus récentes, des tendances qui changent. On peut avoir des piésos qui sont à la baisse, qui sont maintenant stables, ou même certains qui Hmm. remontent. Ici, on est sur des calculs qui avaient été effectués par le BRGM dans le cadre de l'état des lieux, et on est sur une Hmm. tendance globale sur toute la chronique. Voilà, donc ça répondait aussi à l'exercice d'état des lieux, qui peut être parfois un peu différent de l'analyse que Virgile ou Mathilde ont pu faire après.
Là, on est sur une tendance globale. Voilà. Ok. Bon, je prends l'ultime question parce que comme ça fera une question féminine de Bethsabée et ensuite on passe à la partie de Mathilde. Bethsabée, tu levais la main. Et voilà, ça voulait pas se remettre. Oui, merci pour la sororité. Moi, j'avais une question par rapport au lien entre cette nappe plutôt profonde et les nappes qui sont les nappes alluviales, les nappes, voilà, parce qu'on n'a pas trop parlé. Vous avez juste évoqué très rapidement le lien entre le cénoturonien et le cénomanien. J'ai noté. Mais c'est vrai que je me posais la question des liens. Est-ce que quand on a des nappes alluviales assez puissantes comme sur la Loire, est-ce que ça a une influence particulière, notamment sur la recharge? Voilà. Alors, en termes de relations hydrauliques, on n'a pas dès lors que vous êtes dans la partie captive du Célomanien, il n'y a pas d'échange hydraulique entre la nappe alluviale de la Loire, par exemple, et le Célomanien, qui est captif en dessous, sous plusieurs dizaines de mètres d'épaisseur. Donc, on n'a pas de relation. Les relations avec les cours d'eau et avec les nappes alluviales se font là où le Célomanien est libre et affleurant, donc sur la partie ici verte, orangée et puis dans le Berry ici tout en bas. Donc c'est vraiment dans les parties libres où c'est de manière affleurant qu'on a des échanges avec les cours d'eau et avec les nappes alluviales. Merci beaucoup pour ta réponse. Eh ben écoute, je propose qu'on passe à la partie de Mathilde, si à l'intervention de Mathilde, pardon. Je vais défiler un petit peu. Et merci pour toutes vos questions, pour vos prises de parole très intéressantes. Oui, tout à fait. Moi, j'en apprends à chaque fois. Donc moi, je vais vous parler un petit peu plus de la gestion hein, de cet aquifère. Excusez-moi, petit détail technique. Donc la gestion de cet aquifère, pourquoi cet aquifère est une ressource stratégique? On a, comme l'a expliqué Damien, un aquifère qui est très étendu, qui est peu vulnérable du fait de sa captivité, donc indemne aussi des différentes pollutions qu'on peut retrouver dans les aquifères supérieurs libres. Une alimentation qui est lente, mais ce qui est intéressant aussi, puisqu'une inertie du coup assez lente de cet aquifère. Et en complément, hein, information importante, c'est que une grande part des prélèvements qui sont réalisés sur le Cénomanien sont dédiés à l'alimentation en eau potable. Les ouvrages eau potable sur le Cénomanien représentent 27% des ouvrages contre 69% des ouvrages pour l'irrigation, mais en volume, on est sur 70% des volumes prélevés qui sont destinés à l'eau potable contre seulement 24% destinés à l'irrigation. Donc voilà, on a une proportion différente avec des volumes du coup globaux assez importants. Hein. Ces 69% de volume AEP, ça représente, si on fait une moyenne sur les 10 dernières années, ça représente quand même 45 millions de mètres cubes par an destinés à l'eau potable sur sur l'aquifère du Cénoman. Donc, le fait que cette ressource enfin, tous ces paramètres font que assez rapidement, enfin dès le SDAGE de 1996, la nappe du Cénomanien a été classée comme étant une ressource stratégique réservée pour l'alimentation en eau potable, la NAEP, comme on les appelle dans le SDAGE, dans le jargon du SDAGE Loire-Bretagne. Donc vous avez là la carte, alors la carte en partie qui reprend un peu ce qu'a présenté Damien, puisque vous voyez en bleu clair la zone effectivement captive du phénoménien, et puis en bleu plus foncé hein, qui se superpose, c'est la limite de la NAEP. Elle ne se superpose pas complètement avec la zone captive, puisque le choix avait été fait de prendre une certaine marge de sécurité. En effet, on peut être captif, mais seulement de quelques mètres. Si on met un forage dans ces zones captives, on va dénoyer, ce qu'a expliqué Damien tout à l'heure, et on va perdre la captivité de cet aquifère. Donc là, l'idée étant vraiment de protéger la zone captive, notamment pour des raisons de qualité et pour pouvoir préserver cette ressource à des fins d'alimentation en eau potable du fait de sa qualité. On a défini une NAEP un petit peu plus restreinte que la zone captive.
Quels sont les enjeux qu'on a sur cet aquifère, hein? Ben, on a quand même une exploitation qui est localement assez intense. Et dès les années 90, on va observer une baisse régulière du niveau de la nappe, notamment dans sa partie centrale. Damien, vous avez pu entrevoir sur une de ces diapos une courbe piézométrique. Et effectivement, sur certains piézomètres, voilà, dès les années 90, les niveaux ont commencé à baisser tout doucement et lentement mais sûrement, comme on dit. Donc, les objectifs de gestion que se sont donnés le comité de bassin, ça a été d'abord de ne pas dénoyer ce toit géologique de la nappe captive pour maintenir la qualité de l'eau, comme l'a expliqué Damien suite à la question très, très bien amenée, et ça m'arrange parfaitement que cette question ait été posée, comme ça je n'ai plus à expliquer, comme l'a demandé Monsieur Deguet, effectivement. Donc, on va se fixer comme objectif de ne pas sortir de cette captivité, et puis aussi et surtout de stabiliser, voire de faire remonter les niveaux piézométriques avec un objectif aussi de bon état hein, du coup de cet aquifère. Où on veut essayer de rayer la baisse de l'aquifère. Donc pour atteindre ces objectifs, hein, dès les années 2000, enfin dès l'année 2000 même, un comité de gestion a été créé afin de valider un programme d'études de l'aquifère avec une modélisation qui a été mise en œuvre à partir de entre 2003 et 2009. Et en parallèle, la nappe du Cénomanien a été également inscrite en zone de répartition des eaux en 2003. Ce programme de modélisation Artelia, qui a été réalisé par Artelia, donc, dont Damien vous a parlé brièvement, a permis la première validation de la disposition 7C5 du SDAGE 2010-2016, qui engageait vraiment les grands principes de protection de l'aquifère. Donc la disposition 7C5 du SDAGE 2010-2015, qu'est-ce qu'elle disait à l'époque? Elle séparait 9 zones de gestion au sein de cet aquifère, avec pour chaque zone des objectifs spécifiques et des volumes prélevables à respecter. Chaque objectif pour chacune des zones était lié à l'observation des piézomètres sur cette zone et puis les prélèvements qui étaient réalisés. Donc, en termes d'objectif de réduction des prélèvements, on avait un objectif de réduction de moins 20% des prélèvements sur la zone 1, qui est la zone Tourangelle principalement. Sur la zone E2, pardon, moins 10%. Sur les zones 3 à 8, on envisageait plutôt une stabilisation des prélèvements. Et puis sur la zone 9, une légère augmentation possible localement. Cette augmentation étant répartie entre les différents départements qui se trouvent concernés. Cela dit, c'est un petit point un petit peu qui sort un peu de la géologie, mais au-delà des limites géologiques de l'aquifère, il est important quand même d'avoir en tête que cet aquifère, il concerne 4 régions, alors principalement la région Centre-Val de Loire, mais aussi la région Pays de la Loire, la région Nouvelle-Aquitaine et un petit bout de la Normandie. Et dans ces 4 régions, on retrouve 10 départements. Donc les 6 départements de la région Centre-Val de Loire, mais aussi la Vienne, le Maine-et-Loire, la Sarthe et l'Orne hein, pour la région Normandie. Tout ça pour dire que gérer un aquifère à cette échelle et surtout à cette échelle administrative, c'est pas quelque chose de simple. C'est aussi ce qui a mené à la création du comité de gestion parce que ça permettait de mettre autour de la table tous les territoires concernés. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite, après le stage 2010-2015 hein, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il y a eu d'autres stages, 2016-2021, et puis là, actuellement, en 2022-2027. Globalement, les principes généraux de la disposition 7C5 ont été conservés. On a toujours conservé l'idée que le Cénomanien est un aquifère stratégique. Il est resté NAEP, il est également ZRE depuis tout ce temps. Ça n'a pas changé. Les objectifs de retour à l'équilibre sont toujours les mêmes, avec une stabilisation, une remontée des niveaux piézométriques, avec un objectif de bon état quantitatif, le fait de ne pas dénoyer la couche protectrice, mais également la définition d'objectifs par secteur selon la pression de prélèvement,
cette disposition, on n'a pas modifié non plus les niveaux piézométriques de crise et on ne modifie pas, pour le moment, les zones de gestion n'ont jamais été modifiées, sauf fusion de communes réalisée il y a quelques années. Petit point que j'ai sauté volontairement, cette disposition 7C5 vaut schéma de gestion au titre de la disposition 6E2 du SDAGE. Alors, je vais vous traduire cette phrase qui, j'en ai bien conscience, n'est pas très accessible. Le classement nappe réservé à l'alimentation en eau potable est intégré dans la disposition 6E2 du SDAGE. Et ce classement dit que toutes les nappes réservées à l'alimentation en eau potable doivent avoir un schéma de gestion qui précise s'il faut s'il faut réduire les prélèvements, si on peut les augmenter éventuellement, voilà. Et donc forcément, compte tenu du contenu de la disposition qui gère le cénomanien, on répond à ces questions. Donc la disposition 7C5 qui parle du cénomanien vaut aussi pour la gestion de la nappe réservée à l'alimentation en eau potable. Euh, Quelques évolutions quand même pour le stage 2022-2027, puisqu'effectivement, en 2017, on a lancé au niveau de l'agence de l'eau et avec le comité de gestion l'actualisation du modèle du cénomanien. Et les résultats qui ont été disponibles dès 2020 ont permis notamment, enfin au niveau du travail, ça, Damien l'a déjà expliqué, une meilleure prise en compte des formations géologiques, la meilleure intégration du réseau hydrographique, une meilleure prise en compte aussi de la piézométrie du cénoturonien pour la modélisation de ces échanges, on en a parlé tout à l'heure. Alors, j'ai pas non plus les données en tête hein, dans le modèle artélien, mais voilà, c'est des choses qui ont été un petit peu affinées dans le cadre de ce modèle. Et aussi, bah, évidemment, on a mis à jour les données prélèvements qui étaient disponibles. L'intérêt aussi de ce travail, ça a été de pouvoir proposer plusieurs scénarios correspondant à des scénarios de gestion. Donc, je vous en ai mis quelques-uns, il y en a deux autres. Mais les trois premiers scénarios ont vraiment été importants dans la définition, dans la rénovation, quelque part, de la disposition 7C5. Et par exemple, je vous ai mis un petit zoom hein, sur la carte où on voit l'impact de la baisse piézométrique au niveau de la région Tourangelle. Et là, sur cette image, en fait, on modélise l'impact du scénario 2, c'est-à-dire des prélèvements en zone 1 et 2 qui sont réduits de 20% par rapport au prélèvement 2006. Donc voilà, parce que quand on fait une modélisation, il faut choisir une année de référence et donner une valeur au modèle pour lui dire de combien on réduit effectivement les prélèvements. Et donc, on voit que, par exemple, par ce modèle, si on arrivait à réduire de 20% les prélèvements sur la zone 1, on aurait aux alentours de la ville de Tours une rehausse de la nappe de 5 mètres, ce qui est quand même assez considérable. Et puis voilà, on a pu aussi tester d'autres scénarios, hein, le scénario 3, pour tester un petit peu une répartition des prélèvements qui seraient augmentés dans la zone 9, ou le scénario 1, si on ne change rien, si on ne change pas du tout les prélèvements, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va continuer à baisser? Est-ce que ça va se stabiliser? Pour information, puisque on a parlé tout à l'heure de la drainance aussi, euh, il y a un scénario, alors je ne sais plus si c'est le 4 ou le 5, mais qui simulait, je crois que c'est 4, qui simulait l'impact du changement climatique. Alors l'idée étant de simuler une baisse de la recharge de l'aquifère qui est au-dessus du cénomanien, donc le cénoturonien, et une baisse de 30%, je crois qu'on avait simulé, et de voir un petit peu par l'effet de cette drainance quel était l'impact sur l'aquifère du cénomanien. Et les résultats n'étaient pas très très parlants, honnêtement. Je pense que l'effet de drainance étant assez lent, on n'a pas modélisé non plus sur une centaine d'années, hein, on a modélisé une dizaine d'années. Euh, la baisse du niveau piézométrique du cénomanien, si on avait une diminution de la recharge de l'aquifère supérieur, était vraiment réduite. Alors, concernant donc la disposition 7C5 actuelle, on a
réévaluer un petit peu les objectifs en fonction, évidemment, de cette modélisation. Et ça, ce que je vous présente, c'est ce qui se trouve dans le stage actuel, hein. En zone 1, l'objectif, c'est bien 10% de réduction par rapport au prélèvement actuel. En zone 2, on a une stabilisation qui commence à être visible. Donc, on cherche plutôt à stabiliser les prélèvements actuels. En zone 3, on a tendance à avoir un objectif de réduction qui est envisagé avec des prélèvements qui ont tendance à se stabiliser. Pardon, une baisse de niveau qui a tendance à se stabiliser. Donc, on va envisager une réduction, mais sans urgence, sans se presser. Sur les zones 4, 5 et 7, l'objectif était de consolider la baisse. Et puis sur la zone 9, là, il y a un potentiel d'augmentation de 2 millions de mètres cubes qui est réparti entre les territoires selon les prélèvements actuels et les projets. Ça, ce sont des détails hein, vraiment que vous pouvez retrouver donc, dans la disposition 7C5 du stage 2022-2027, plus en détail. Après, quel a été, sur quoi on s'est basé en termes, je parle depuis tout à l'heure, je parle de l'évolution des prélèvements, et ben, comment ils évoluent ces prélèvements hein, sur l'ensemble de l'aquifère. Ce qu'on peut voir là, hein, depuis 2000 entre 2000 et 2021, l'évolution des prélèvements, alors sur l'ensemble de la zone, hein, donc ça représente un grand territoire, mais ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on a quand même des prélèvements qui sont globalement stables hein, qui ont engagé une légère baisse. On a une légère baisse depuis 2011 sur les prélèvements eau potable et industrie. Mais globalement, voilà, on a cette stabilité. Les prélèvements irrigation vont être beaucoup plus variables, mais ce qui est relativement normal vu qu'on est sur des prélèvements qui sont beaucoup plus dépendants des conditions météorologiques chaque année. Alors, pour essayer de préciser un petit peu les choses, parce que c'est bien de savoir que globalement, c'est stable ou ça baisse légèrement, mais il se trouve qu'en fait, dans la répartition spatiale des prélèvements, on n'a pas tout à fait les mêmes tendances partout. En effet, vous avez en gris toutes les zones qui sont plutôt stables. Alors là, c'est sur une évolution depuis les années 2000, donc entre 2000 et 2020, 2021, 2022. Enfin bref, voilà. Sur les 20 dernières années, globalement, la tendance est plutôt à la stabilité en zone 1 et 9. Et on va avoir plutôt une tendance à la baisse des prélèvements sur les zones 2, 4, 6, 7 et 8. Et puis par contre, une tendance à l'augmentation encore des prélèvements en zone 5 et 3. Alors, ce qu'il faut savoir, par contre, là, j'ai pas mis les chiffres parce qu'on est en train de consolider ces chiffres, hein. Virgile, qui travaillait avec nous, est en train vraiment de consolider ces chiffres. Sur les zones 3 et 5, on est sur des hausses de prélèvement d'environ 3 à 5%, alors que les baisses, on peut atteindre plutôt 10-15%. Donc, on a un signal globalement plutôt positif. Mais je vous ai mis également ce petit schéma, ce petit histogramme à côté, puisque effectivement, 10% de baisse sur la zone 3, c'est pas pareil que sur la zone 8. Voilà, ça représente pas la même quantité en volume. Ça représente pas le même effort pour les collectivités. Et, euh, et puis la question vraiment qu'il faut qu'on se pose, hein, voilà, et c'est bien, il faut diminuer les prélèvements sur certains territoires, mais quelle est l'évolution des tendances piézométriques, puisque l'évolution des prélèvements, elle doit vraiment être guidée par l'évolution des tendances piézométriques sur chacune des zones. Donc, je vais passer toutes les zones un peu une par une, hein, je vais les balayer rapidement, mais pour vous donner un petit aperçu hein, de l'évolution des tendances sur les différentes zones et puis des résultats ou des efforts qu'il va falloir poursuivre par rapport à cette gestion qui a été mise en place depuis 2010. Sur la zone 1, eh ben, on a sur le piézomètre de Tours une belle chronique. Je suis fière de la présenter en premier, puisqu'on a quand même voilà, une chronique piézométrique qui est fortement à la hausse. Et on voit là que les efforts qui ont été réalisés par les collectivités ont vraiment porté leurs fruits et ont vraiment permis une remontée du niveau piézométrique de l'aquifère. En parallèle, sur la zone 1, au piézomètre de Monnet, on a en revanche là une baisse qui continue, hein, une baisse constante du niveau piézométrique et
les efforts de gestion qui ont été faits n'ont pas permis d'impacter ce piézomètre. Donc, sur la zone 1, on a deux piézomètres en hausse, deux piézomètres en baisse. On sait que plus de 95% des prélèvements sont destinés à l'eau potable. Donc, voilà, on a des efforts, des résultats qui sont encourageants, des efforts qui ont été faits hein, vraiment par les collectivités sur cette zone. Les résultats sont encourageants, mais il y a encore des efforts à poursuivre pour réussir à stabiliser, voire à faire remonter les niveaux de l'ensemble des piézomètres de cette zone. Concernant la zone 2, on a une nappe qui est plutôt globalement stable depuis 2016. Hein. Alors, j'ai mis qu'un seul piézomètre, mais c'est relativement confirmé. Les prélèvements sont plutôt en baisse, donc on a voilà, des effets de gestion assez notables et assez positifs sur cette zone. Là, je vais passer malheureusement à une zone qui est un peu moins positive. J'ai eu les deux bons exemples à présenter au début. La zone 3, là par contre, on a vraiment une observation de tous les niveaux piézométriques en baisse. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que dans le stage 2022, on considérait que la zone 3 était plutôt à stabiliser. En fait, au moment où on a rédigé le stage, les dernières chroniques piézométriques qu'on avait disponibles nous donnaient à voir un espoir de stabilisation, voilà, qu'on peut voir sur cette chronique avant 2015, sur la période 2012-2015. On commençait à entrevoir une stabilisation. Et malheureusement, après 2015, cette tendance de stabilisation, c'est pas du tout confirmé. Et on a vraiment continué sur le piézomètre de CJ là, à baisser au niveau des niveaux piézométriques. Et c'est malheureusement une tendance qu'on observe sur quasiment l'ensemble des piézomètres de la zone 3. Donc, sachant que 90% des prélèvements sont destinés à l'AEP, je pense il y a vraiment une attention particulière sur la gestion des prélèvements AEP sur cette zone qui est nécessaire. Concernant la zone 4, on a des piézomètres avec des comportements un peu hétérogènes. Donc sur Saint-Agile, on va avoir une tendance légèrement à la baisse, qui se stabilise parfois, qui repart un petit peu à la baisse. Alors que sur Savigny-sur-Bray, ben, c'est pareil, on ne sait pas trop. Est-ce qu'on est stable, on baisse, on remonte? C'est pas très clair. Globalement, on a encore des légères baisses, mais on a une stabilisation en cours aussi sur le piézomètre de trop. Donc là, il y a certainement un travail d'analyse plus local à faire sur ces piézomètres, probablement une hétérogénéité au niveau de la structure même de l'aquifère sur cette zone qu'il faut peut-être analyser un petit peu plus finement. Concernant la zone 5, on a une baisse continue depuis les années 2000, mais qui tend quand même à se stabiliser ces dernières années. Euh, on n'a pas relevé d'évolution vraiment spécifique dans les prélèvements, donc là, on est un peu dans le cas. Enfin voilà, on reste prudent maintenant puisque CJ, on avait espéré une stabilisation, puis ça s'est pas du tout confirmé. Donc là, on voit sur les dernières années, on avait un peu une stabilisation. On attend un petit peu la confirmation de cette stabilisation, sachant que les données qu'on voit sur 2023 sont peut-être des données à corriger. On a parfois des pics comme ça qui sont liés aussi à des problèmes techniques de mesure sur les piézomètres. Sur la zone 6, on a une tendance globale relativement stable avec un point d'attention puisqu'on a une baisse qui est assez notable, qui est observée sur un des piézomètres depuis 2018. Ce qu'il faut savoir, c'est que la zone 6, c'est la seule zone où l'irrigation est l'usage majoritaire, hein, 70%. C'est une zone effectivement qui est en limite de captivité, donc il y a une partie de la zone qui est captive et l'autre qui l'est plus. Donc voilà, peut-être une gestion un petit peu particulière à définir sur cette zone aussi, du fait son, du fait de l'usage irrigation qui est majoritaire. Zone 7, il nous en reste plus que 3. La tendance est plutôt baissière sur l'ensemble de la zone, excepté pour un piézomètre, mais ça semble aussi s'accentuer sur d'autres. Donc voilà, c'est pas très clair, le signal n'est pas très clair, mais il n'est pas très positif non plus. Encore des efforts à faire. Et zone 8, là par contre, on a vraiment une tendance baissière sur toute la zone depuis 2000. Les prélèvements sont pourtant en baisse, mais on n'arrive pas à faire remonter les piézomètres
sur cette zone. Concernant la zone 9, qui est la zone la plus grande, hein, sur ma petite carte, c'est la zone jaune, hein, enfin orange plus clair. On a quand même sur cette zone une dispersion géographique importante au niveau des piézomètres qui permet pas de donner une tendance globale. En fait, ça n'aurait pas tellement de sens. On voit des choses assez différentes. Si on regarde sur la période 2000-2024, les grandes tendances piézométriques, bah, sur l'Orne, sur le nord, on va avoir une stabilisation depuis 2006, donc c'est plutôt positif. Sur le Cher également, donc dans les zones un peu périphériques. Sur l'Eure-et-Loir, par contre, on va avoir une baisse sur les piézomètres qui sont en Eure-et-Loir. Et puis sur les zones plus centrales, l'Inde, l'Indre-et-Loire, le Loir-et-Cher, on a des comportements hétérogènes avec des piézomètres qui sont stables, comme le piézomètre de Bourgueil dans le 37, des piézomètres en hausse, à Montplaisir ou je crois à Orchez également dans le 41. Mais on a quand même encore majoritairement des piézomètres qui sont en baisse, à Pelvoisin dans le 36, à Souvigny dans le 36, à Chailles dans le 41. On a vraiment encore des comportements très baissiers. Donc, voilà, il faut être prudent aussi sur cette zone 9 qui est considérée comme étant plutôt moins urgente que les autres, mais on a des tendances à la baisse encore marquées sur certains piézos. Qu'est-ce qui se passe donc après ça, après que j'ai dit tout ça? Eh bien, on a une disposition 7C5 à faire vivre. On a des résultats encourageants sur les zones 1, 2, 4, 6, mais on a aussi des efforts importants à poursuivre, notamment sur les zones 3, 1, 3 et 8, et localement sur la zone 9. Et pour réussir à poursuivre un petit peu cette gestion, le comité de bassin a décidé de relancer le comité de gestion du Cénomanien en 2025. Donc, le comité de gestion du Cénomanien devrait permettre justement de poursuivre les efforts de compréhension de la gestion de cet aquifère, de mobiliser les connaissances locales aussi, puisque nous, on a une vision très macro, on analyse des courbes piézo, on analyse des tendances de prélèvement, mais parfois on n'a pas connaissance non plus de tous les projets locaux, de tout ce qui peut se faire, d'éléments de connaissances que peuvent nous apporter les acteurs du territoire. Et puis de faire émerger des projets structurants aussi qui permettraient de diminuer les prélèvements sur l'aquifère du Cénomanien là où c'est nécessaire. Donc mettre en relation les comportements piézométriques avec l'évolution des prélèvements, c'est ce qu'on a commencé à faire et c'est le travail qu'on va poursuivre avec le comité de gestion. Vérifier le respect des objectifs du stage et aller encore plus loin dans le respect de ces objectifs afin de pérenniser la gestion de l'aquifère, notamment dans un contexte de changement climatique. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop long. J'ai juste, voilà, un petit clin d'œil, hein. J'ai cherché sur Google, si je tape Cénomanien et je cherche les images qui apparaissent, qu'est-ce que je vais trouver? Et j'ai trouvé ces jolis fossiles du Cénomanien libanais. Alors, c'est très loin de chez nous, mais c'est pour dire, voilà, le Cénomanien n'est pas qu'un aquifère, c'est aussi une structure géologique qui a accueilli la vie à un autre temps et des espèces qu'on ne trouve plus maintenant. Voilà. Merci beaucoup pour ton intervention, qui n'était, non, rassure-toi, pas du tout trop longue et très intéressante. On a eu de nombreuses questions dans le chat, donc je vais les lire une par une, hein, tout simplement. Parfois, il y a eu des réponses qui ont été apportées, mais je me permets quand même de les remettre au cas où. Alors, la première question, c'était si le niveau de la nappe captive ne baisse plus ces dernières années, est-ce parce qu'elle est plus alimentée ou parce qu'elle est moins exploitée? Globalement, les stabilisations de niveau sont liées à la diminution de l'exploitation. Il y a pas, enfin, c'est vraiment, enfin, on peut faire le lien en général. Après, comme on a une inertie assez forte de la nappe, c'est pas toujours évident enfin, il n'y a pas une réaction immédiate de l'aquifère. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y avait une zone où les prélèvements étaient en diminution, mais l'aquifère continuait le niveau piézométrique continuait de diminuer. Mais là où on observe des remontées du niveau piézométrique, c'est clairement lié à une diminution de l'exploitation. Il y avait la question d'après, c'était quelles actions ont été définies pour faire remonter le niveau piézométrique? Tu as un peu répondu, c'est finalement faire baisser les prélèvements, mais je pense que la question voulait surtout dire par quels moyens.
Alors, la diminution des prélèvements, elle est inscrite dans le stage. Après, c'est aux collectivités et aux territoires de se saisir de cet objectif, hein. Donc, effectivement, je sais que pour la région Tourangelle, il y a eu un gros travail de fait, notamment pour changer et se diriger vers d'autres ressources en eau et ne pas surexploiter l'aquifère du Cénomanien. C'est des projets qui ont été aidés et accompagnés aussi par l'Agence de l'eau. Et voilà, c'est souvent des projets soit de changement de ressources ou de modification. Ça peut être une modification de process aussi. On a quelques prélèvements industriels qui vont modifier leur process pour faire des économies sur le prélèvement. Merci de la réponse. Alors, je lis encore une question du chat pour l'instant et ensuite je donne la parole aux personnes qui élèvent la main et je reprendrai les questions du chat après pour alterner. Alors, Euh, excuse-moi, oui, Wendy, je vais juste, parce que j'ai vu il y avait un message de Betsabéas qui pardon. s'inscrivait dans le chat, qui nous quitte, mais je voulais effectivement quand même souligner que c'est Madame Haas qui a été élue présidente du nouveau comité de gestion du Cénomanien. Donc, c'était très bien qu'elle soit présente ce soir avec nous. T'as bien fait de me couper, c'est clair. Euh, donc la question c'était, est-ce que l'eau privée dans la nappe captive est réservée à l'alimentation des populations vivant sur le territoire de la nappe? Alors, l'eau de la nappe captive, actuellement, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de transfert, de transfert d'eau à cette échelle. On n'a pas de transfert d'eau à cette échelle. Donc, toute l'eau qui est prélevée, elle est prélevée pour les populations qui vivent sur le territoire. Par contre, l'eau, actuellement, les forages existants, il existe donc, comme vous avez pu le voir, des forages principalement pour l'eau potable mais aussi pour l'irrigation et les industries. En revanche, le fait que la nappe soit classée nappe réservée à l'alimentation en eau potable fait qu'il ne peut pas y avoir de nouveaux forages dans le Cénomanien pour autre chose que de l'alimentation en eau potable. Un irrigant ne peut pas avoir une autorisation de forage actuellement dans l'aquifère captif du Cénomanien, puisque c'est nappe réservée à l'alimentation en eau potable. Tous les nouveaux forages ne seront que pour l'alimentation en eau potable. Merci. Bon, je vais donner la parole quand même à ceux qui lèvent la main. Alors Gilles Deguet, levez la main en premier. J'ai trois séries de questions, mais je vais commencer par la première série. Allons-y. Là, on voit bien qu'il y a une complexité dans l'histoire de la nappe du Cénomanien. Elle est parfois libre, parfois captive, parfois affleurante, ce qui est pas tout à fait exactement synonyme de libre. Voilà. Mais surtout, par-dessus ça, il y a deux catégories qui sont purement administratives qui viennent se mettre par-dessus, c'est-à-dire ZRE d'une part, et d'autre part, alors je viens de découvrir que les ZNAEP, là, c'est pas complètement calé sur la zone où elle est captive. Alors, bon, juste un mot sur celle-là. Je trouve l'argument faramineux. Alors, je vous le dis comme je l'ai entendu, hein. Euh, on les a pas classés dans des zones réservées à l'eau potable, parce que si on fait des forages dans cette zone-là, on va dénoyer le plafond et donc ça sera plus pour l'eau potable. Mais quand même, moi, le premier réflexe que j'ai, c'est de dire plutôt ne dénoyons pas le plafond. D'accord? Et maintenons-le comme ça pour l'eau potable. C'est-à-dire, il y a pas de raison de continuer à taper dans une nappe aussi profonde, aussi, enfin, aussi ben, précieuse. Voilà, je suis pas sûr. Voilà, donc ça, c'est ma première question, c'est sur les zonages. C'est pas clair. Je voudrais que vous redisiez de façon précise, parce que moi, je connais plein d'associations qui, à chaque fois qu'ils interviennent sur le Cénomanien, sont complètement coincées parce que quand elle est, parce qu'on leur répond, et je ne sais pas si c'est la vérité, on leur répond que elle est ZRE quand elle est captive, et peut-être même maintenant, il faut qu'elle soit plus, moins, enfin voilà, mais pas quand elle ne l'est pas. Or, il y a quand même des liens quand même assez forts, je trouve, entre les deux zones. Donc voilà, statut précis de tout ça. Allez, je vous donne la deuxième et puis je vous donne les trois d'un coup, comme ça je ne reviendrai pas. D'accord? La deuxième, c'est sur le statut des prélèvements. Parce que
si je ne me trompe pas, dans la 7C5, il est interdit d'avoir des prélèvements pour l'irrigation. Interdit. Alors, c'est pas tout à fait vrai qu'il n'y en a pas pour l'agriculture, parce qu'il y a une petite clausule là, qui est quelque part, qui est que c'est possible pour l'abreuvement du bétail. Et moi, je connais un dossier sur le sud de l'Indre où on a autorisé un forage qui sert pour moitié à de l'abreuvement, donc à la rigueur, ça, c'est dans les clous, mais pour l'autre moitié à nettoyer l'étable, et je ne suis pas sûr que le cénomanien soit réservé au nettoyage de l'étable. Alors, je ne crois pas que l'autorisation a été donnée, mais je suis sûr qu'elle a été demandée, ça c'est clair. Voilà. Donc voilà, il y a quand même un peu il y a quand même un peu du mou par rapport à ces questions-là. Et moi, je suis étonné qu'il y ait une certaine zone dans laquelle on est à 70% de prélèvement pour l'eau potable. Et enfin, ma dernière question. Je voulais juste que vous confirmiez que sur la zone 1, on a augmenté de 5 mètres, probablement en diminuant les prélèvements de 10%. Et je voudrais que vous disiez de façon précise, mais je ne sais pas si on a les repères partout, mais en tout cas, on en a pour la zone 1. Elle était artésienne au début du XXe siècle. Alors, je ne suis pas tout à fait sûr du chiffre que je vais donner, mais c'est 60 mètres au-dessus du niveau actuel. Et donc, à raison de 5 mètres comme ça, il va falloir faire 12 fois ça pour arriver à revenir à l'endroit où on était au début du siècle. Et donc, voilà, je pense que euh, on se satisfait un peu facilement. Alors, évidemment, c'est mieux que ça continue pas à empirer, mais quand même, un des objectifs, ça pourrait être de revenir à la situation initiale. Et je vous interroge sur ce que c'est la situation initiale. Alors, ça fait beaucoup de questions d'un coup. Mais j'ai dit que c'était trois Et vous séries. aviez prévenu, vous aviez prévenu. D'abord, concernant le classement NAEP, je comprends hein, votre remarque. Euh, je pense que, enfin, je sais, même qu'en en 96, en fait, quand la délimitation de la nappe réservée à l'alimentation en eau potable a été faite, elle était vraiment euh, réalisée dans un objectif de qualité. Enfin, il y avait vraiment une notion de qualité plus que de quantité sur cette zone, ce qui fait que voilà, on voulait vraiment être sûr que ce soit bien sur la zone captive, en se disant c'est peut-être, hein, là j'étais pas présente, mais la protection était moins importante là où on n'était pas certain de pouvoir garantir la bonne qualité de l'aquifère, vu que de toute façon on l'a destiné à l'eau potable. Les réflexions sur les NAEP, elles évoluent hein, quand même. En plus, on a eu au niveau de la loi climat, il y a des articles qui mentionnent justement toutes ces ressources stratégiques. Donc, ça fait partie des sujets qui doivent être un petit peu remis sur la table hein, pour le prochain stage, effectivement. Concernant la délimitation ZRE, donc zone de répartition des eaux, euh, effectivement, c'est compliqué. C'est compliqué. Ce sont des limitations qui se superposent. Ce qu'il faut savoir, c'est que la zone de répartition des eaux, elle est proposée au préfet de département sur la base des limites géologiques. Après, ce sont les préfets de département qui prennent les arrêtés pour classer ou pas la ZRE. Et donc, il y a parfois une prise en compte pas tout à fait homogène hein, d'un territoire à l'autre. Il y a également en ce moment, je sais que ma collègue Alem Sari était présente tout à l'heure, je ne sais pas si elle est encore là, qui travaille pour la DREAL Centre-Val de Loire. Il y a un travail qui est engagé au niveau de la DREAL Centre-Val de Loire pour réactualiser aussi la délimitation des zones de répartition des eaux et notamment la zone de répartition des eaux du Cénoman. Euh, concernant la deuxième question, l'interdiction des prélèvements irrigation que vous évoquiez, c'est l'interdiction des nouveaux prélèvements irrigation. Dans la 7C5, il n'y a pas de remise en cause des prélèvements existants. C'est pour ça qu'on a encore beaucoup de prélèvements pour l'irrigation ou pour l'industrie. Il y a pas de remise en cause de l'antériorité. Les anciens sont effectivement, les nouveaux ne sont pas possibles. Et effectivement, l'abreuvement, et ça c'est prévu dans la disposition NAEP, en gros, les prélèvements destinés à l'abreuvement, quand il n'y a pas d'autres ressources possibles, peuvent être autorisés dans certaines conditions, selon aussi les conditions de, bah, de piézométrique de la nappe, est-ce qu'on est déjà complètement Hmm. déficitaire, etc. Enfin voilà, il y a plein de critères à prendre en compte
sur Hmm. ce sujet. Euh, Enfin, oui, vous me posiez une question par rapport à l'objectif, hein. Ben, ça, c'est une question. Là, je vous ai fait une présentation enfin, Damien a fait une présentation technique et puis moi, j'ai présenté un petit peu les résultats, mais de la gestion. Mais effectivement, c'est une question qu'il faut se poser. Quel est l'objectif? Est-ce que on vise de revenir à l'état initial, le niveau initial du cénomanien? Il faut savoir aussi que bah, sur les territoires, hein, la population, l'utilisation de cette eau a évolué, il y a la population augmentée, il y a des développements d'industrie, etc., qui s'est mis en place. Donc, c'est une question à poser. Est-ce qu'on vise de revenir à l'état initial? Est-ce qu'on vise une stabilisation à un niveau qui paraît euh, intéressant pour qu'on n'ait pas de dénoiement, notamment de l'aquifère captif? Voilà, et ces objectifs ne peuvent être fixés que zone par zone ou même peut-être plus fin que ça, puisqu'on on voit bien, hein, Damien vous l'a présenté tout à l'heure, il y a des zones où on est à 30 mètres de profondeur, il y a des zones où on est à 200 mètres de profondeur. On va pas pouvoir fixer une règle homogène sur tout le territoire et sur tout l'aquifère du Cénomanien, ça c'est sûr. Et je pense que ce sera un des travaux du comité de gestion et du comité de bassin dans le cadre de la révision du tâche, mais vous êtes informés de tout ça. Merci de tes réponses. Alors, il y a Thierry Pointé qui lève la main depuis un certain temps. Micro, voilà. C'est sur l'allusion au changement climatique. Attention à ne pas commettre le faux sens de dire changement climatique, pénurie, donc les eaux baissent. Sur les nappes, c'est souvent le contraire. Je m'explique. Euh, Monsieur et il y a Pointé, on des ne vous entend sécheresses en pas. été. Il pleut Monsieur plus Pointé, en hiver. Ah, euh, on n'a pas entendu le début de votre Alors, question. comment Il ça y a se eu un fait? bug Internet. j'ai pas, on vous entend pas très bien. Par contre, j'ai Ah compris bon, le sens de votre intervention. Effectivement, les projections climatiques, si je me permets, vous me si dites vous si c'est. voulez, ce que je commençais à dire, c'est que s'il pleut un peu plus en hiver, c'est tout bénéfice pour les nappes. Parce que la végétation est en dormance, l'air est froid, il y a très peu d'évapotranspiration, et l'eau est disponible pour s'infiltrer plus profondément jusqu'aux nappes. En revanche, en été, il fait plus sec, soit, mais peu importe, comme il n'y a pas de recharge des nappes à cette période, moins que zéro, ça ne marche pas. Donc, le bilan est dans l'ensemble plus zéro, ça fait plus. Et on le voit si vous regardez le bulletin mensuel qui est publié par Eau-France, vous avez toutes les nappes de France qui sont. Le bulletin est sorti aujourd'hui d'ailleurs pour le mois de janvier. Les, vous voyez l'évolution de toutes les nappes et depuis 2018-2019, on évolue dans le bleu foncé, c'est-à-dire que d'une manière générale, j'accepte le Roussillon qui fait plaisir à BFM TV, mais dans l'ensemble, sur des grandes nappes, notamment la nappe de Beauce qui, qui hausse régulière, progressive depuis 15 ans. Alors, enfin, on a décrypté un petit peu la fin de votre propos. Je vous rejoins sur les dynamiques d'alimentation. J'ai parlé, effectivement, enfin, le raccourci qu'on a fait en termes de modélisation était assez rapide. C'était un test comme ça, voilà, un petit peu pour voir un petit peu quel serait le comportement de la nappe si on avait une diminution de la recharge. Après, je modulerai votre propos tout de même, puisque dans les projections climatiques qui sont maintenant disponibles, on a souvent une hausse des précipitations en hiver, mais c'est pas le cas dans toutes les projections. Et puis, il y a aussi la notion d'impact de l'intensité des pluies, parce qu'effectivement, on peut avoir plus de pluie en quantité. Si elles sont très intenses, avec un fort ruissellement, elles ne rechargent pas non plus les nappes. Donc ça, c'est des choses qu'on a encore du mal
Il y a effectivement une tendance à une augmentation des précipitations hivernales qui pourrait être favorable au niveau de nappe, mais ce sont des propos quand même qui sont encore en travail et en discussion au niveau des personnes qui réalisent des projections climatiques et qui travaillent sur ces sujets. Mais bon, je pense que c'est pas tout à fait le sujet du Cénomanien ce soir. Merci pour ta réponse. Thierry Alésine lève la main aussi, si jamais il veut prendre la parole. Oui, en fait, je voulais aborder la question de la gouvernance parce que je vous cache pas que j'étais un peu choqué de voir écrit relance du comité de gestion en 2025, Mhm. sachant les enjeux liés à TENAP. Alors, je vous dis tout de suite, je suis pas de votre région. Je suis membre de la commission locale de l'eau du sage Nappe Profonde, un des premiers sages qui s'était intéressé aux eaux souterraines, aux nappes captives profondes, en Gironde, avec des enjeux. Mhm. C'est un sage qui s'est bâti sur la préservation d'une nappe captive profonde de l'Éocène, dans lequel les prélèvements étaient trop importants. Et donc voilà, je voulais savoir si ce comité de gestion fonctionne comme fonctionne une commission locale de l'eau, donc avec les mêmes collèges. Voilà, c'est un peu ces questions que je me pose. Et puis, non, justement, je voulais faire la remarque par rapport comment dire, à l'émergence d'un sage, mais bon, effectivement, vu l'extension de la nappe qui concerne quatre régions, je ne sais plus combien de départements, c'est vrai que ça paraît un peu difficilement faisable, mais voilà, j'aimerais en savoir un peu plus sur le fonctionnement de ce comité de gestion, quoi. Alors, malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous donner énormément de détails puisque moi, je suis arrivée sur ce poste en 2020 et, euh, et donc j'ai pas assisté à la genèse de ce comité de gestion. Je pense qu'il y a des personnes qui étaient plus là que moi. Euh, Ce que je sais, effectivement, c'est un comité de gestion qui a été créé en 2000, qui est très actif au moment des modélisations ou au moment des révisions de stage. Mais effectivement, on a peut-être un peu du mal à le faire vivre. On a jusque-là, je pense qu'on a eu un peu de mal à le faire vivre de façon très régulière en dehors de ces périodes. Et c'est un peu l'objectif aussi qu'on a envie de se donner, hein. Là, quand on parle de relance, on a eu des problèmes de, de portage aussi du comité de gestion. Et donc, c'est vraiment l'idée là qu'on a d'essayer d'en faire un organe un petit peu plus permanent pour la gestion de cet aquifère. Ça se rapproche en termes de représentation, on va se rapprocher de loin d'une clé, mais effectivement, comme on a beaucoup de départements, beaucoup de régions. Quand on a fait la liste pour les premières des gens qu'il faudrait normalement associer à un comité de gestion, on était à plus de, je sais plus, on était plus de 60, 100. Enfin voilà, Ouais, c'était on est, une dimension trop compliquée pour travailler correctement. on était à 63 et il y avait un seul associatif. Mais on a arrangé les choses depuis. Voilà, on a arrangé les choses et on a une présidente, donc on va pouvoir commencer à travailler. Hmm. Pour recommencer à travailler, puisqu'il y a quand même déjà des choses qui ont été faites avant. Ouais. Merci pour ta réponse et pour ta question, Thierry. Il y a Eric Vidal qui lève la main et ensuite je finirai avec les questions qui étaient arrivées par écrit. Il en restait deux, trois. Oui, c'est assez court. Je voulais juste savoir s'il y avait des usines d'embouteillage donc dans les zones qui sont réservées à l'alimentation en eau potable. Et si oui, quel type de restrictions on leur impose? Alors, sur l'aquifère du Cénomanien, non, il n'y en a pas. Sur les autres zones, là, je ne saurais pas vous dire. Ouais, c'est possible que sur certaines zones du Massif central, on soit pas loin des NAEP, mais enfin, je vais pas savoir vous dire, donc je ne veux pas vous dire de bêtises. En tout cas, c'est sûr que sur le Cénomanien, il y en a pas. D'accord, merci. Sur la nappe de Beauce captive, il n'y en a pas? Euh, Sous je sais pas, sous la forêt d'Orléans, Dans il me Orléans, il semble. y en a, ouais. Oui, si, si, oui. Ouais. Oui. mais elle est pas dans le NAEP. Je ne sais pas. J'imagine que oui, puisque Oui, Je crois, à je crois que oui. À Chambon-la-Forêt.
Oui, à oui. Chambon-la-Forêt dans le Loiret. Dans la Loire également, à Saint-Hippolyte, vous avez une eau embouteillée en Seine-Maritime. Merci pour compléter ma Voilà, non-réponse. la précision. Il y a Monsieur Jean Colly qui proposait d'apporter une réponse plus complète sur la centrale nucléaire de Saint-Laurent qui avait été posée tout Oui, à l'heure. Donc, je lui oui. propose de prendre la parole. Voilà, bonjour. Vous m'entendez là, je pense? Oui, c'est Très bon. bien. Donc, oui, je participe à la CLI, la Commission locale d'information de Saint-Laurent depuis pas mal d'années, à différents titres. Alors, c'est Monsieur Le Sceau, je crois, du CDPNE, qui a dû poser la question, mais je crois qu'il est parti. Bon, enfin, peu importe. Il parlait des forages, il pensait qu'il y avait des forages dans le Cénomanien pour ce qu'on appelle la source ultime d'alimentation en eau, hein, en cas de pépins sur la centrale. Donc, c'est un sujet qui a été évoqué évidemment après Fukushima et en particulier en 2015 à la CLI, et ça a été assez polémique. Alors, la précision que je veux apporter d'abord, c'est que c'est pas la nappe du Cénomanien dont on parle, c'est la nappe du Cénoturonien en fait, mais qui, au droit de Saint-Laurent, est très précieuse puisqu'elle est même classée NAEP, hein, réservée à l'alimentation en eau potable. Donc, ça a fait polémique à l'époque, en 2015, tant et si bien que l'ACLI, qui dispose toujours, mais qui n'utilise pas toujours ce droit-là maintenant, à l'époque, l'ACLI a demandé, exigé une expertise par le BRGM. Donc, cette expertise, je l'ai sous les yeux. Depuis, donc, il y a 2 forages, à ma connaissance, qui ont été créés dans la nappe du Cénoturonien et pas dans le Cénomanien. Et il ne faut pas s'imaginer qu'on a à utiliser de l'eau que enfin jamais, ou jamais malheureusement, uniquement quand il y a un accident nucléaire. Il y a tous les mois des essais importants avec je ne sais pas combien de mètres cubes par heure pour pomper dans cette nappe tous les mois, tous les mois, tous les mois. Sachant qu'il faut, en cas de pépin, la base de l'étude exigeait 50 mètres cubes par heure par réacteur, sachant qu'à Saint-Laurent, on a 2 réacteurs, donc il faut que la nappe puisse fournir 100 mètres cubes par heure. Donc voilà, simplement la précision que j'apportais, c'est qu'il ne s'agit pas du cénomanien, mais du cénoturanien, mais que la problématique reste entière. Voilà. Et d'ailleurs, à une prochaine CLI, je vais demander à ce qu'on fasse un point, que EDF nous fasse le point 7-8 ans après la mise en essai et en service de ces forages, où on en est, quoi. Merci Voilà. de la précision. Merci Merci de la beaucoup précision. d'avoir complété ma réponse. Oui. Oui. Alors, je pose les quelques dernières questions, les 3 dernières questions du coup. Alors, il y en avait une, c'était vu que la nappe est réservée à l'alimentation en eau potable, est-ce que les objectifs de stabilité ou de réduction des prélèvements concernent tous les usages ou excluent l'usage eau potable? Répondu tout à l'heure un petit peu, mais si tu veux compléter. Voilà, à partir du moment où on a quasiment que de l'usage eau potable sur certains secteurs, si on exclut l'usage eau potable, on n'arrivera jamais à faire remonter les niveaux piézométriques, malheureusement. Donc, sur certains secteurs, c'est même quasiment exclusivement l'alimentation en eau potable qui est concernée par cette nécessité de réduire les volumes prélevés pour faire remonter le niveau piézométrique de la nappe. Merci. Ensuite, il y avait une question qui était quelles sont les évolutions du niveau de la nappe à Tours depuis 2017? Mais ça, tu l'as donné, t'as donné la réponse en diapositive 34. Le niveau est-il proche des prévisions Artelia en 2020? Alors, ça fait partie de la finalisation du travail de Virgile. Si tu as les éléments, on commence à avoir des éléments sur la question. Je vais laisser Virgile répondre du coup, puisque c'est son travail. Alors oui, bonjour, ah, il y a un petit écho. Je vais répondre très brièvement à cette question. Sur le piézomètre de Tours et par rapport à la prévision Artelia qui avait été faite en 2020, le résultat est un petit peu plus négatif, mais reste quand même assez similaire à la prévision qui avait été faite, donc le scénario 2 de Artelia qui avait été fait sur réduction de 20% des prélèvements post-2017 se vérifie à quelques centimètres près au niveau piézométrique, donc on est assez proche de la réalité.
Merci Virginie pour ta réponse. Je répondais dans le chat en même temps. Oui, le replay sera disponible et les présentations seront envoyées. Je sais qu'il y a eu la question et j'ai oublié de le dire en début, donc je suis navrée. Je prends la dernière question à l'écrit qui était, euh, alors, 1 million, je pense, de mètres cubes, c'est la consommation de 20 000 personnes par an. Les masses économisées paraissent faibles. Quelle est la masse d'eau globale de la nappe à économiser? Et quelle est l'importance de la population alimentée? Alors, j'aurais pas les chiffres en termes de population globale. Par contre, la masse à économiser globale à l'échelle de la nappe, c'est pas tellement. Enfin, on peut donner un chiffre, mais il n'a pas tellement de sens, puisque en fait, on voit que selon les zones ciblées, on n'a pas les mêmes comportements. On a quand même une nappe qui est assez hétérogène aussi sur certains secteurs. Damien vous l'a présenté au début. Et donc, compte tenu des mobilisations selon les zones et puis des comportements de la nappe, on a des objectifs d'économie d'eau, mais qui sont plutôt par secteur. Euh, je sais pas. Virgile va peut-être compléter la réponse puisqu'il a quelques chiffres supplémentaires en tête. Bon, pour compléter un petit peu la réponse des médecines, alors effectivement, il y a des tendances différentes des prélèvements sur les différentes zones. Et aussi, ce qu'avait dit Damien dans sa présentation, vu que la nappe est captive, on a très peu d'informations aussi sur le renouvellement en fait, de la ressource. Donc, c'est compliqué d'estimer un volume précis à économiser pour avoir des tendances à la hausse. Donc, voilà. En fait, quand on définit dans le cadre d'usage, on définit un petit peu les objectifs de réduction ou d'augmentation hein, sur certains secteurs de la zone 9. On fait un petit peu de l'essai-erreur, hein. On fait un petit peu de, des paris, quelque part. On essaye de faire les paris les moins risqués possibles. Mais voilà, on se dit bah, quel serait l'objectif de réduction? On voit que sur Tours, par exemple, on avait visé 20%, on a déjà fait 10%. Quel est l'effet de cette réduction de 10%? Maintenant, voilà, maintenant, on a quand même assez de recul et c'est ça qui est intéressant de travailler maintenant, c'est qu'on a quand même du recul sur des réductions de prélèvements et les comportements piézométriques qui vont avec. Et c'est pas toujours aussi simple que on réduit les prélèvements, on a les piézométries qui remontent. On voit que c'est un peu plus complexe que ça. C'est assez empirique en fait tout ça quand même. Et pareil sur la zone 9, on va accorder des prélèvements supplémentaires. Mais comme vous l'avez vu, ben, en zone 9, il y a des zones où ça va bien, il y a des secteurs où c'est un petit peu plus compliqué. Donc, ben, on accorde un petit peu et puis on voit comment ça réagit. Et puis, en fonction de comment ça réagit, ben, il faut ajuster comme ça un petit peu la gestion au fur et à mesure. Merci de ta réponse. Alors, il y a d'abord un message dans le chat qui dit que Gilles Deguet évoquait un dossier d'abreuvage bétail et nettoyage des tables. Les volumes sont très faibles et l'alternative est certainement l'eau potable, possiblement cénomanien elle aussi. Pour une hypothèse de 80 vaches à l'étable, 365 jours par an, 3000 mètres cubes par an pour l'abreuvage et 250 mètres cubes par an pour le nettoyage de l'étable. Et je sais qu'en plus, Gilles lève la main. Donc, si jamais. Ah, si je peux juste donner une petite précision hein, sur les NAEP, le cénomanien n'est pas le seul secteur où on va avoir cette question. Concernant l'abreuvement des animaux, ce qu'il y a, c'est qu'en général, quand on n'autorise pas les prélèvements en NAEP pour l'abreuvement des animaux, les prélèvements se font, pardon, quand on n'autorise pas de nouveaux prélèvements pour l'abreuvement dans la nappe, les prélèvements se font du coup sur le réseau AEP qui lui-même pompe dans la nappe. Donc voilà, c'est une question à part entière et des choses peut-être à préciser un petit peu dans la gestion. Gilles qui levait la main. Et ensuite, je conclurai. En fait, je conclurai avec une question que j'avais aussi. Je suis désolée. Gilles, on t'entend pas si jamais, sinon. Le micro, c'est mieux, hein. C'est mieux avec le micro.
Oui, oui. Ok. Donc, oui, je peux dire, hein, c'est un dossier qui s'appelle Axiom et tout, qui a été déposé à un moment. Je crois qu'ils n'ont pas eu l'autorisation de prélèvement, mais comme c'est pas à la DDT que c'est fait, parce que c'est pas la même direction qui répond, j'ai beaucoup cherché ce dossier. Aux dernières nouvelles, on m'a dit qu'il n'était pas donné. Donc voilà. Mais en l'occurrence, ce qui me posait problème, c'était pas de le donner pour de l'abreuvement, parce que on connaît cette question-là, c'était qu'ils en avaient un peu profité pour faire passer, et je vous garantis que c'était moitié-moitié, hein, le nettoyage des étables. Mais on peut le fermer parce que je pense que justement ça n'a pas été donné. Donc voilà, mais par contre, alors j'ai une autre question qui m'est venue tout d'un coup. À chaque fois que je regarde le zonage, je m'interroge à chaque fois sur la zone 9 qui est la zone fourre-tout. C'est-à-dire que c'est la zone sur laquelle on se donne les moyens d'avoir aucune politique, parce que comme de toute façon, on a mis tout ce qui restait dedans, on est absolument sûr qu'on n'arrivera jamais à rien faire dessus. Et donc, peut-être un jour, on pourrait peut-être continuer, alors peut-être pas aussi petit que les précédents, mais c'est un peu bizarre comme quadrillage. Et en tout cas, vous l'avez dit vous-même, hein, c'est la zone 9, on la regarde, on la met à la fin, on ne sait pas trop et tout. Et puis comme on n'est pas capable de donner des grandes directions, on n'est pas capable de mettre des politiques, on n'en sait rien. Voilà. Ça serait peut-être, je sais pas, peut-être il faudra faire ça à un moment, aller regarder si la zone 9 peut pas être plusieurs petites zones. Ne serait-ce que les haussières et les baissières séparées, quoi, enfin quelque chose comme ça. Alors effectivement, ça peut être quelque chose à préciser. Après, Mm. ce que Damien me soufflait dans l'oreillette, c'est que il y a une grande partie de la zone 9 qui est une zone qui n'est pas productive. Donc, Ben oui, mais je où la comprends. problématique se pose un peu moins, puisque de toute façon, Mm. soit elle est très profonde et peu productive, ça rend l'aquifère un petit peu moins intéressant sur cette zone-là. Mm. Ok. Merci pour ta réponse. Euh, je me permets de couper les questions parce qu'il y en a d'autres qui sont arrivées, mais je suis désolée, il va falloir qu'on les laisse partir. Et je conclue avec une question à moi, je suis navrée. Je me suis demandé, vu que la nappe n'est plus autorisée au nouveau prélèvement d'irrigation, mais on ne remet pas en cause l'antériorité, est-ce qu'il y a un nouvel exploitant qui voudrait irriguer, mais qui reprend une exploitation à l'heure actuelle irrigante, il est considéré comme un nouveau prélèvement ou c'est donc un prélèvement actuel? Alors, s'il y a des DDT présents dans la salle, je leur fais appel, parce que ça sort un petit peu de mon champ de compétences. C'est pas grave sinon. Il y en avait tout à l'heure, mais j'ai l'impression ils sont dû partir. Et je saurais plus répondre, j'aurais peur de dire des bêtises. Ah, je vois qu'il y a la DDT du 49 qui a ouvert son micro, je vais lui laisser la parole. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Dupré ou Monsieur ou Madame Dupré, est-ce que vous avez une réponse à apporter sur ce sujet? Si oui, on ne vous entend pas. Sinon, vous pouvez mettre la Bon, réponse à vous l'écrit m'entendez et je la maintenant? lirai. Ah, ça y est, c'est bon, ça y est. Voilà, excusez-moi, c'était mauvais paramétrage de microphone. Oui, je disais effectivement, il y a pas de souci hein, pour transférer des autorisations de prélèvement sur des ouvrages régulièrement autorisés. Il y a tout à fait possibilité de transférer les volumes attribués antérieurement. Alors après, moi, je suis dans un cas particulier puisque moi, je travaille sur en Maine-et-Loire, le Val d'Authion, et le Val d'Authion a une disposition particulière et avec un organisme unique de gestion collective. Et de fait, les autorisations de prélèvement antérieures ont été abrogées par la mise en place de cette autorisation unique pluriannuelle. Et voilà, c'est un organisme de gestion collective qui réattribue les volumes. Mais quoi qu'il en soit, les autorisations antérieures ont bien été, enfin, l'usage des ouvrages antérieurement autorisés est maintenu. Voilà. Et si jamais effectivement il y a un transfert d'un agriculteur à un autre ou d'une reprise d'exploitation, voire le remplacement d'un ouvrage par un autre, c'est ce qu'on appelle de la substitution dans ce cas-là, et il n'y a aucun souci effectivement pour substituer un prélèvement régulier vers un nouveau prélèvement, dans la limite évidemment d'une non-augmentation des volumes attribués. Ok, merci beaucoup pour la réponse.
Et du coup, je me suis permis de conclure sur mes propres questions. Euh, et je vais terminer la présentation déjà en vous remerciant infiniment pour votre présence. J'ai repris la main du partage d'écran normalement. Pour remercier nos intervenants qui ont été de s'être rendus disponibles pour répondre à toutes nos questions et pour faire la présentation. Merci aussi à tous ceux qui ont participé à ce webinaire et pour toutes vos questions très intéressantes, très pertinentes. On pourra retrouver le webinaire donc sur la chaîne YouTube en replay. Vous aurez accès aussi aux présentations. Je fais un petit instant de pub pour dire que notre prochain événement au sein de FNE Centre de Loire ne concernera pas la question de l'eau, j'en suis navrée, mais concernera les forêts. C'est un séminaire qui aura lieu sur Orléans au MOB et qui parlera du défi de nos forêts, des menaces actuelles à leur gestion, les menaces actuelles à leur gestion et leur protection. Je vais vous remercier de votre présence et je vais vous souhaiter une bonne soirée.